Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur les rapports de Stéphanie. Il y a quelque chose de vraiment fascinant qui ressort. C'est un paradoxe. Le paradoxe de la forteresse. D'un côté, les sources nous parlent d'une force, d'une autonomie assez remarquable. C'est le moins qu'on puisse dire. On lit des termes comme bâtisseuse souveraine ou même volonté monolithique. Ça donne l'image d'un roc, de quelqu'un qui peut tout bâtir, toute seule. Ouais. Mais de l'autre côté, on sent une blessure subtile, une peur presque secrète de la dépendance affective. C'est exactement ça. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'architecture de cette forteresse-là. Pourquoi des murs si hauts? Et surtout, comment l'amour peut devenir la clé pour baisser le pont-levis, non pas en signe de faiblesse, mais comme un vrai geste de confiance. C'est une excellente façon de le présenter parce que justement, l'idée, c'est pas de démolir la forteresse. Ça, ce serait une erreur. Cette structure, c'est son histoire. C'est sa force aussi. Absolument. Notre objectif, c'est plus d'en dessiner la carte, de la comprendre de l'intérieur pour que son partenaire, Jean-Christophe, puisse y naviguer. D'accord. Pour ça, on va s'appuyer sur 4 concepts clés, un peu comme une boussole. Sécurité, ancrage, intuition et soutien. L'idée, c'est de décoder ses besoins pour qu'ils soient compris, pas comme une menace à son indépendance, mais, Comme les fondations d'autre chose. voilà, les fondations sur lesquelles une confiance partagée peut se construire. On va voir comment cette forteresse peut devenir un sanctuaire. Parfait. Alors, commençons par le début. Ces fondations-là, d'où vient cette impression de force quasi inébranlable? Les rapports insistent beaucoup là-dessus. Bien, ça saute aux yeux dans les documents. On voit ce qu'on appelle un amas planétaire, un stellium en Capricorne. OK. Faut imaginer le Capricorne comme l'architecte du zodiaque. C'est le signe de la structure, de la responsabilité, de la construction. Et chez Stéphanie, on a son soleil, sa lune, son monde émotionnel et Saturne, le maître du Capricorne lui-même. Tout est là. Tout est là, tout est regroupé dans le secteur de son identité. C'est une concentration d'énergie qui est phénoménale. Et tout ça est dédié à un seul but, bâtir une identité solide et autosuffisante. Donc, si je comprends bien, c'est comme si toute son équipe intérieure, le président, le ministre de l'Intérieur, celui des Travaux publics, ils travaillent tous pour la même firme de construction. C'est exactement l'image. Il n'y a pas de conflit interne sur l'objectif. Les textes parlent d'une subjectivité intense, d'une autonomie radicale. Il y a un bloc. C'est ça. Elle a été construite dès le départ pour ne pas avoir besoin d'être complétée par quelqu'un d'autre. Sa sécurité vient de sa propre structure. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce pragmatisme-là soit vu comme de la froideur? Surtout avec la Lune, qui représente les émotions, dans un signe aussi carré que le Capricorne. C'est tout le défi. C'est ce que les documents appellent la forteresse émotionnelle. Sa lune en Capricorne, elle traite les émotions avec un pragmatisme qui peut être désarmant. Comment ça? Face à une émotion, la sienne ou celle d'un autre, la question inconsciente, c'est toujours « est-ce que cette émotion est utile? Est-ce qu'elle l'aide à construire? » Ah, OK. Si la réponse est non, l'émotion peut être mise de côté. Compartimenté. Le chaos, le désordre émotionnel, c'est une menace pour la structure. Donne-moi un exemple concret. Mettons qu'un ami arrive en larmes, complètement chaviré. Sa réaction instinctive, ce serait pas de pleurer avec lui, ce serait plutôt de dire « OK, assieds-toi, c'est quoi le problème? Quels sont les faits? C'est quoi le plan d'action? » Elle offre un soutien par l'organisation. Oui, par la survie. Elle est le roc dans la tempête, mais pas la vague qui se mêle aux autres. Et les sources nous disent que Saturne est très influent, ce qui indique souvent une leçon de vie apprise très tôt. Laquelle? Celle d'avoir dû grandir vite, prendre des responsabilités d'adulte avant le temps. Ça forge une discipline de fer, mais ça installe aussi une peur terrible de l'échec. La structure ne doit jamais s'effondrer. D'accord. Donc, on a une structure qui est conçue pour être impénétrable, bâtie sur le contrôle, la discipline, une nécessité d'être forte. Mais ça m'amène à une question. Si la défense est si parfaite, ça veut dire qu'elle protège quelque chose de très... De très fragile. Exact. Est-ce que les rapports nous disent c'est quoi au cœur de cette forteresse? Absolument. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. Les documents identifient un point de sensibilité extrême, une sorte de faille secrète dans le mur. Ah oui? Ça concerne un astéroïde qui s'appelle Chiron. On le surnomme le guérisseur blessé. Chiron, ça pointe toujours notre blessure la plus profonde. Celle qui semble inguérissable, mais qui, si on travaille dessus, devient notre plus grande force. Et pour Stéphanie, elle est où cette blessure?
Il est positionné à l'endroit le plus stratégique et le plus vulnérable qui soit, dans la maison 7. C'est la zone qui régit les partenariats, le mariage, les relations à long terme. Wow! Et pour compliquer les choses, ce chiron est dans le signe du cancer. Le cancer, c'est le signe du besoin de sécurité émotionnelle de la famille, du foyer. Attends une minute. Fait que sa plus grande blessure se trouve dans le domaine des relations et elle est liée à un besoin fondamental de sécurité affective. C'est ça. C'est le monde à l'envers par rapport à l'image de la bâtisseuse autonome qu'on vient de décrire. C'est précisément le cœur du paradoxe. La force extérieure a été construite pour protéger cette vulnérabilité intérieure extrême. Les sources parlent d'une blessure karmique qui pourrait remonter à des vies passées. Un sentiment de Ne pas avoir été protégé, de s'être senti abandonné par ceux qui auraient dû assurer sa sécurité. Ça a créé une peur viscérale de la dépendance. L'équation inconsciente est devenue très simple. Si je dépends de quelqu'un, je risque de tout perdre. Donc, la seule stratégie de survie, c'est l'autonomie absolue. Exactement. Et dans la vie de tous les jours, comment ça se manifeste, cette stratégie-là? Surtout en amour. C'est une excellente question parce que c'est souvent subtil. Une des manifestations les plus courantes, c'est une tendance à attirer des partenaires qui sont eux-mêmes blessés, qui ont besoin d'aide. Ah. En devenant la soignante, celle qui répare, qui organise la vie de l'autre, elle garde le contrôle de la dynamique. C'est une façon de se dire « c'est moi qui donne le soin, donc je n'ai pas besoin d'en recevoir ». Parce que recevoir, ce serait se mettre en position de vulnérabilité. De dépendance. Et ça, c'est le danger ultime de toute la forteresse a été conçue pour éviter. Fait que là, on a le plan, on a trouvé la faille, on comprend le mécanisme. La grande question, c'est comment on guérit le guerrier solitaire? Comment on transforme cette forteresse sans tout démolir? La clé, et les documents le soulignent bien, c'est pas d'abattre les murs. Ce serait contre-productif. Il s'agit plutôt d'installer une porte solide, et d'apprendre à l'ouvrir de son plein gré. Une redéfinition de la vulnérabilité. C'est ça. Pour Stéphanie, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ça doit devenir un levier de pouvoir stratégique. S'ouvrir, oui, mais consciemment, dans un cadre qu'elle juge sécuritaire. Ça lui permet de piloter l'intimité au lieu de la subir. Et j'imagine que c'est là que le rôle de son partenaire, Jean-Christophe, devient crucial. Il est au centre du processus. Son rôle, c'est de fournir nos deux premiers éléments, un ancrage et une sécurité sans faille. Pour lui, c'est vital de comprendre que le besoin de structure de Stéphanie, c'est pas un manque d'amour. C'est son langage. C'est son langage pour se sentir en sécurité. La fiabilité, la prévisibilité, tenir parole, montrer par des actions concrètes qu'il est là. Ce sont ces choses-là qui construisent les fondations sur lesquelles elle pourra oser être vulnérable. Il doit être le port d'attache stable. Les rapports parlent aussi d'une mission d'évolution, quelque chose sur les nœuds karmiques. Peux-tu nous expliquer ça simplement? Oui. Imagine les nœuds karmiques comme une boussole intérieure. Le nœud sud, c'est notre bagage de départ, notre zone de confort. Pour Stéphanie, il est en vierge, l'analyse, le contrôle. Sa programmation par défaut. Exact. Le nœud nord, c'est la direction à prendre pour évoluer. Le sien est en poisson. Et poisson, c'est le lâcher-prise, la confiance, la compassion. Et surtout, l'intuition. Donc, sa mission de vie, c'est littéralement d'apprendre à passer de tout contrôler à faire confiance au courant. Précisément. C'est un travail actif. Et pour son partenaire, ça veut dire aussi encourager cette dimension-là, valoriser son intuition, l'inviter à exprimer ses ressentis sans toujours chercher une solution. Créer un espace où le flou n'est pas une menace. C'est le troisième point de notre boussole. Nourrir son intuition. C'est un changement de paradigme majeur, ça. Une fois que ce travail est enclenché, est-ce que la forteresse change de fonction? Elle devient autre chose qu'une simple défense. Tout à fait. C'est là que tout son potentiel se déploie. La structure ne disparaît pas, elle se transforme. Elle est déjà un roc, mais elle l'est par nécessité. Quand la guérison opère, elle peut le faire par choix. Par générosité, Oui.
Les rapports montrent qu'avec l'astéroïde Cérès en Vierge, son soutien est incroyablement pragmatique et efficace. C'est notre 4e point. Elle ne va pas juste dire « ça va aller ». Elle va dire « ça va aller et voici les 3 étapes pour s'en sortir. J'ai déjà fait une liste. » Exactement. Elle organise le chaos des autres. C'est fou. Et c'est ça la beauté du chemin de Chiron. Une fois la blessure alchimisée, elle devient une sagesse. Stéphanie a le don de créer des environnements nourrissants. Sa propre peur de la dépendance la rend experte pour comprendre les besoins de sécurité des autres. On dirait que sa plus grande blessure devient son plus grand talent. C'est le principe même de la guérison chironienne. Et il y a un dernier élément fascinant. L'astéroïde Proserpine en Scorpion. OK. Proserpine, c'est celle qui voyage aux enfers et qui en revient transformée. En Scorpion, le signe de la mort et de la renaissance, ça donne à Stéphanie une résilience hors du commun. Une capacité à renaître de ses cendres. Et ça devient une inspiration silencieuse, mais puissante pour son entourage. Elle leur montre par l'exemple que même les structures les plus solides peuvent se transformer de l'intérieur sans s'effondrer. Alors, si on devait résumer, la forteresse de Stéphanie, c'est pas une prison à démanteler, c'est plutôt un chef-d'œuvre d'architecture intérieure bâti par nécessité. Exactement. Et la prochaine étape de son évolution, c'est de passer du rôle d'architecte, qui supervise la construction des murs, à celui de châtelaine. Une châtelaine. Une châtelaine qui habite pleinement son domaine, qui en connaît chaque recoin et qui sait que la vraie force, ce n'est pas juste l'épaisseur des murs, c'est la capacité de choisir consciemment pour qui et à quel moment elle abaisse son pont-levis. Ce n'est plus une réaction de peur, mais une action de confiance. Et cet acte d'ouverture, loin d'être une capitulation, devient la plus grande preuve de sa souveraineté. C'est l'affirmation ultime de sa force, être assez solide pour oser la douceur. Pour conclure, je laisse une dernière pensée en suspens. Les sources indiquent que les cycles à venir sont importants, notamment l'entrée d'Uranus, la planète des changements soudains, dans son secteur des partenariats en 2025. La question à se poser, c'est comment ce transit pourrait agir comme le catalyseur inattendu qui va obliger, en douceur ou non, à tester pour de bon la solidité de ce fameux pont-levis?